Bien le bonjour les petits potes. Ça fait 42 000 fois que je recommence cette vidéo parce que je sais pas trop par où commencer. Du coup je vais me préparer en même temps parce que après je dois filmer des réels, des TikTok. Je vais me préparer. Je filme avec mon téléphone et le petit micro parce que j'avais pas du tout envie de faire un setup pour cette vidéo. Franchement ça fait 4 mois que j'ai prévu de faire cette vidéo et que je la fais pas. Je sais même pas si je vais la poster. Voilà, pour tout vous dire. Si vous la voyez, bah écoutez, c'est que j'ai réussi à poster cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai l'habitude de traiter des sujets assez gays, jovial, etc. Par ici, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler d'un sujet qui est pas du tout cool, qui est pas du tout drôle, mais qui est un sujet qui est important et qui a beaucoup de sens pour moi. Du coup, on va parler de la violence psychologique. Je sais même pas par où commencer en fait. C'est un peu compliqué quand même cette vidéo là. On parle beaucoup de la violence physique, mais on parle beaucoup moins de la violence psychologique. La violence psychologique, c'est pourtant quelque chose qui détruit tout autant que la violence physique. Alors c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes types de violence, pas du tout, sinon elles auraient pas de noms différents. Leurs conséquences, elles sont tout aussi graves l'une que l'autre. Et je trouvais ça important d'en parler aujourd'hui parce que j'ai subi de la violence psychologique, même si des fois j'ai l'impression que c'est pas ça, que c'est pas vrai, parce que c'est compliqué en fait de se dire ça, ben c'est le cas. Et je pense que c'est important de sensibiliser et d'en parler ouvertement. J'ai jamais eu honte de le dire, j'en ai toujours parlé à mes potes, à Corentin, tout le monde le sait, et ça a jamais été une honte pour moi, et je pense que c'est d'ailleurs ce qui m'a un peu sauvée de tout ça. Ici, et sur Instagram, sur les réseaux, j'en ai jamais parlé vraiment parce que c'est compliqué d'amener le sujet, parce que c'est compliqué de dire ce qui s'est réellement passé. C'est compliqué aussi d'assumer qu'on a été en prise à ça. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faudrait que je vous raconte tout pour que vous puissiez comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et ça, j'ai jamais réussi à le faire parce que c'est pas dans ma nature. Ma nature, c'est d'avancer, de passer à autre chose et de pas revenir sur ce qui s'est passé qui était pas bien. Et du coup, j'ai jamais pris le temps et j'ai jamais trouvé comment vous l'expliquer. Donc voilà, on en est là aujourd'hui et je vais tenter de vous apporter mon témoignage à ce sujet parce que je pense que c'est important pour celles qui seraient actuellement victimes de violences psychologiques, mais aussi pour celles qui comprennent pas forcément comment on peut rester avec un homme qui nous traite comme ça. Et voilà. La violence psychologique, elle diffère de la violence physique par le fait qu'elle soit psychologique et pas du tout physique. Voilà, c'est pas des coups. En fait, la différence c'est ça. Mais c'est des mots, c'est des insultes, du harcèlement, de l'éloignement aussi des autres. Elle comprend beaucoup de choses différentes et elle est très dure à percevoir quand on est dedans. Généralement, les personnes qui sont violentes psychologiquement, c'est ce qu'on appelle des pervers narcissiques. Alors, tous les hommes qui sont violents psychologiquement ne sont pas des pervers narcissiques, hein, évidemment, mais en général, c'est quand même très lié. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va avoir un comportement hyper précis. En fait, c'est hyper simple de déterminer ce qu'est un pervers narcissique, enfin qui est un pervers narcissique. C'est très dur quand on est dans une relation de le voir, mais quand on y repense avec du recul, c'est assez simple de se rendre compte que ces comportements-là étaient ceux de la personne en question. Si on veut dépeindre un peu le profil d'un pervers narcissique, la première chose c'est qu'ils sont souvent très séducteurs. C'est des hommes qui aiment plaire, c'est des hommes qui aiment séduire, qui sont très dragueurs, qui arrivent du coup assez rapidement à avoir quelqu'un à qui faire subir ces violences-là. C'est également des hommes ou des femmes, hein, puisqu'il y a aussi des profils de femmes, qui ont un double visage en fait. Ça c'est vraiment le truc que moi j'ai vu en tout cas dans ma situation. C'est que c'est des personnes qui en privé vous font vivre un enfer, sont généralement méchants, ont des mots durs avec vous, vous rabaissent, etc. Et qui en société vont paraître comme des personnes géniales, hyper attentionnées, qui vous aiment. Et en fait, du coup, d'un regard extérieur, on a vraiment l'impression que c'est l'homme ou la femme idéale. Et par contre, en intimité, c'est l'enfer absolu. Comme je vous disais aussi juste avant, il y a le fait d'isoler la personne. Donc souvent, les pervers narcissiques vont avoir besoin de vous couper de tous vos proches, de tous vos amis,
Il faut pas que vous ayez d'autres amis que les siens, il faut pas que vous ayez d'amis trop proches de vous. Il doit être votre seul centre d'intérêt d'ailleurs. On a aussi l'utilisation de la violence. Alors comme je vous disais, souvent la violence psychologique elle n'est pas physique, mais ça va être une agressivité ambiante tout le temps, dans les mots, dans la manière de parler, mais aussi dans les gestes. Ça peut être de la violence dans les mots, par exemple de l'humiliation, beaucoup d'humiliation, beaucoup de rabaissement, des mots très durs. Des mots qui font mal à l'estime, qui font mal à la confiance en soi. À côté de ça, et entre ces phases de violence, il y a toujours cette phase de gentillesse, on va dire, où où le pervers narcissique va vous vendre du rêve, vous êtes la femme de sa vie, vous êtes tout pour lui, sans vous il n'est rien, vous pouvez pas le laisser tomber parce que sinon il va se tuer parce qu'il vous aime trop, il est désolé. Et ça c'est des phases qui sont très compliquées parce que quand on est dedans on y croit beaucoup. Et en fait, elles nous font presque oublier les autres phases. Et c'est pour mieux redescendre après, puisque du coup, la phase d'après est encore plus dure à vivre. Les pervers narcissiques, c'est des gens qui mentent beaucoup, qui mentent sur tout le temps. Sur leur fréquentation, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont. Parce qu'en fait, ils aiment être admirés, ils aiment être flattés, ils aiment être au centre de l'attention, donc ils mentent. Sur beaucoup de choses. Des petits mensonges, mais aussi des très gros, et ils mentent sur absolument tout. Voilà, donc ça c'est les caractéristiques principales de ce qu'on appelle un pervers narcissique. Généralement c'est beaucoup des hommes, mais il y a aussi des femmes, je suppose, qui ont cette tendance-là. Et c'est un peu les caractéristiques principales. Évidemment, il y en a d'autres, des plus petites. Je vous mettrai des articles en barre d'infos si ça vous intéresse. Maintenant que vous avez un peu le personnage en tête, c'est malheureusement ce que vivent beaucoup de femmes au quotidien. C'est très compliqué en fait de se dire que on est soumis à des violences psychologiques. Même moi, des fois, je me dis que c'est pas vraiment arrivé, que je me fais un peu des films et que j'abuse peut-être un peu de ce que je me rappelle. Et en fait, je me rattrape vite et je me dis que non, j'abuse pas, que ce que j'ai vécu, je l'ai vraiment vécu et que effectivement en fait, j'ai été victime de violences psychologiques et d'un pervers narcissique à un degré peut-être inférieur que certains, mais voilà. Commençons par le commencement de cette histoire. À 17 ans, j'ai rencontré un garçon qui était plus jeune que moi. J'ai tout quitté pour lui. J'ai quitté mon copain de l'époque, j'ai quitté Paris, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté absolument tout ce que j'avais à ce moment-là. Donc à 18 ans, me voilà partie de chez mes parents pour déménager à Bordeaux, pour rejoindre ce que j'imaginais être l'homme de ma vie. Vous vous doutez bien que ça s'est pas tout à fait passé comme ça, sinon je ferais pas cette vidéo aujourd'hui. Dès le début de notre relation, ça a toujours été un garçon qui était agressif, avec un passif un peu lourd. Il a toujours eu ce truc de s'énerver assez vite, de parler fort, de crier un peu. C'était pas quelque chose qui pour moi était répulsif, je sais pas comment on dit. Parce que à l'époque j'étais un peu comme ça aussi, j'étais quelqu'un de très impulsive, très agressive, du coup j'avais juste l'impression d'avoir trouvé mon double en lui, donc bref. J'ai tout quitté, je me suis installée à Bordeaux, je connaissais personne, je connaissais que lui et ses potes à lui. Je dirais pas que c'est la plus grosse connerie de ma vie parce que ça m'a apporté aussi beaucoup de choses, mais en tout cas être partie pour lui c'était la pire connerie de ma vie. Je m'installe donc seule dans un appartement à Bordeaux, c'était hors de question que on prenne un appartement à deux au début. Mes parents étaient déjà pas d'accord pour que je parte, ils étaient encore moins d'accord pour que je prenne un appartement avec lui. Je crois que je les en remercierai jamais assez. Les 2 premiers mois se passent plutôt bien, c'est au début compliqué parce que moi je connais personne, je viens d'arriver, il faut que je prenne mes marques, du coup on s'engueule un peu, ça se passe moins bien que quand on était à distance. Je me dis que c'est pas grave, que c'est le début et que c'est normal le temps que tout le monde prenne ses marques, etc. Et en fait c'est de pire en pire. C'est de pire en pire parce que on s'engueule tout le temps, tous les jours. C'est tout le temps de ma faute, c'est tout le temps à cause de moi, c'est tout le temps parce que j'ai fait quelque chose, c'est tout le temps parce que je l'ai poussé à bout, c'est tout le temps parce que en fait, c'est tout le temps moi. Le problème il est là, le problème c'est moi, le problème c'est pas lui, jamais. Même quand c'est lui qui a tort, c'est moi le problème et c'est à cause de moi qu'on s'engueule. Mais surtout c'est à cause de moi qui s'énerve aussi fort.
À chaque embrouille, c'est encore plus fort. Encore plus dur de le raisonner, encore plus dur de le calmer. À chaque embrouille, il s'énerve, il balance des choses, il casse ma table basse, il tape dans les murs, il casse des objets, il jette des choses par terre, il me crie dessus, il m'insulte. Plus les jours passent et plus les insultes sont méchantes, plus les insultes sont graves, plus les jours passent, plus les mois passent. Et plus c'est de l'humiliation, c'est du rabaissement, que je suis nulle, que je sers à rien, que de toute manière c'est de ma faute si ça fonctionne pas entre nous, que c'est de ma faute si tout, en fait. J'en rigole, mais c'est vraiment pas drôle, mais c'est juste que avec du recul, je me dis que j'étais bête, j'étais tellement bête de pas voir tout ça. Et à chaque fois, évidemment, c'est suivi d'une phase pendant laquelle je suis la femme de sa vie, qu'il s'en veut, mais qu'en même temps, bon, c'est quand même un peu de ma faute. Il me le rappelle bien parce qu'il faut pas oublier quand même. C'est des mois et des mois qui s'enchaînent comme ça, ou quasiment tous les jours. Je pars de chez moi et j'appelle mes potes en chialant, en leur disant que on s'est encore engueulé, qu'il est agressif, que voilà, tout ça. Donc c'est des mois entiers comme ça, et moi en fait je reste. Je reste parce que je sais même pas pourquoi en vrai, parce qu'avec du recul je comprends pas que je sois restée, mais je reste parce qu'à l'époque je connaissais personne. J'ai peur de me retrouver seule parce que je veux pas avoir tout quitté pour quelqu'un que je quitte au bout de 3 mois, je veux que ça marche. Et je me dis que ça va s'arranger, que ça ira mieux quand on habitera ensemble. Le temps passe et c'est toujours très compliqué. C'est une relation qui a été très compliquée du début jusqu'à la fin. C'est de l'angoisse, de se dire qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui. C'est une perte de confiance en soi qui est énorme. J'avais l'impression que j'arriverais jamais à rien dans ma vie à ce moment-là, que j'étais une sombre merde. J'avais l'impression que de toute façon mes études je les réussirais pas, que je ferais rien dans la vie, que de toute façon c'était de ma faute. Enfin bref, tous ces trucs-là qui étaient rentrés dans ma tête à force qu'on me les répète, qui étaient fausses évidemment, mais à ce moment-là j'estime vrai. Le cerveau humain est bien fait quand on lui répète des choses plein de fois, il s'en souvient, il l'intègre et elle reste bien ancrée. J'ai resté et puis je suis restée jusqu'au moment où en fait ça s'est tellement dégradé, et je vous passe plein de détails parce que j'ai pas envie non plus de rentrer dans trop de choses. Ouais, c'était ça, je me posais tout le temps la question, si je fais ça, comment il va réagir, si je dis ça, est-ce qu'il va pas s'énerver, quand il s'énervait, je me disais mais qu'est-ce que j'ai encore fait, c'est encore de ma faute, je m'excusais, j'étais arrivée au point où je lui demandais pardon en pleurant. Oh, je m'en veux trop d'avoir été comme ça, si vous saviez. Je suis restée malgré les tromperies, je suis restée malgré la violence psychologique que à l'époque j'avais pas pris conscience que c'était ça. Je suis restée malgré les insultes, je suis restée malgré l'agressivité, malgré la violence qui était presque physique parfois. Jamais vraiment, mais presque. C'était tout le temps à la limite. Il me poussait, il me criait dessus à 2 cm du visage. C'était voilà, c'était pas de la violence physique, mais c'était presque. Et malgré tout, je suis restée. Je sais pas pourquoi. Des fois, ça repasse dans ma tête et vraiment, je comprends pas. Et je pense que je l'ai aimé. Je l'ai aimé plus que tout au monde. Je l'ai aimé passionnément, tellement que j'ai jamais aimé quelqu'un d'autre aussi passionnément. Et j'aurais pu crever pour lui et je pense qu'il le savait, et je pense que c'est ça qui a fait aussi la force de son emprise sur moi, c'est que j'aurais pu vraiment tout faire pour ce garçon et j'ai tout fait puisque j'ai tout lâché, j'ai tout supporté. Je suis restée jusqu'au jour où c'est lui qui est parti, parce qu'en fait un jour j'ai essayé de retourner la violence psychologique contre lui avec les choses qui l'énervaient le plus, c'est-à-dire le fait que moi je puisse le tromper alors que je l'ai jamais trompé, et ça a marché. Il m'a simplement dit bah c'est terminé. Sur le moment j'étais anéantie, j'étais vraiment j'étais au bout de ma vie, genre je venais de perdre l'amour de ma vie, et en fait le jour où il est parti, il y a quelque chose qui s'est déclenché en lui, qui a transformé la violence psychologique en violence physique. On était donc plus ensemble. Je voulais pas le perdre, à l'époque je voulais même le récupérer. Je vais chez lui et pour un truc complètement futile, je me retrouve à me prendre une énorme claque de sa part en pleine gueule, mais vraiment une énorme claque. Il n'a jamais eu l'intelligence, je mets des gros guillemets parce qu'il faut être sacrément con de toute manière pour faire ce qu'il a fait, de le faire en privé.
il y avait quelqu'un à ce moment-là, donc il y avait son frère à ce moment-là, qui met court du coup à ce qui se passe. J'ai pleuré pendant des heures et des heures après ça. Et évidemment, lui s'excuse, essaye de m'appeler, il me dit qu'il est désolé, qu'il veut qu'on se voit pour en discuter, qu'il aurait jamais dû faire ça. Je craque, moi je veux me remettre avec lui à ce moment-là, mais... Ça n'a aucun sens. Je pense que c'est aussi pour ça que je voulais jamais raconter, c'est que je me dis mais pourquoi t'as fait ça, genre vraiment pourquoi, et je comprends pas. Donc on se revoit, on n'est pas ensemble mais on se revoit 3-4 jours avant mon partiel, on fait une soirée chez lui et chez ses frères de l'époque. Tout s'est arrêté ce jour-là. Et je lui ai posé une question, assez simple d'ailleurs. Je voulais juste savoir la vérité, je voulais enfin être genre au clair avec la situation et je voulais juste savoir si il avait eu d'autres relations pendant la nôtre, s'il m'avait trompé, s'il était allé voir ailleurs. Je connaissais la réponse, mais je voulais l'entendre en fait de sa bouche parce que je l'avais entendu de la bouche de d'autres gens, mais j'avais besoin qu'on me le dise, qu'ils me le disent et que je puisse moi passer à autre chose. Et cette question, il l'a pas supportée. Il a pas aimé que pour la première fois en 2 ans de relation, il se retrouve face au mur en fait. On était à l'étage de sa maison, j'ai pris une claque, je m'en vais. Je commence à descendre les escaliers et en fait j'ai pris un coup de pied dans le dos ou les fesses, je sais plus. J'ai dévalé les escaliers et je me suis retrouvée en bas avec tout le monde et en fait il est arrivé en furie. À ce moment-là, tous mes potes mecs et donc ses potes à lui se sont rués vers lui pour le retenir. Et à l'époque j'ai ma coloc qui s'est mise devant moi pour me protéger, que j'ai gentiment dégagée parce qu'elle était plus petite que moi et que je voulais surtout pas qu'elle se prenne un coup à ce moment-là. Ils étaient 5, plus vieux, plus forts, plus grand que lui, à le tenir et il a réussi à sortir de cette étreinte là et à me mettre un coup de poing dans le nez qui m'a juste explosé la gueule. À ce moment-là, dans ses yeux, j'ai vu qu'il pouvait me tuer et que si j'avais été seule avec lui, je serais pas sortie aussi indemne que ce que j'en suis sortie. Et j'ai pas été la seule d'ailleurs à le dire, donc je sais que je me fais pas des films ou quoi. Et ce jour-là, j'ai arrêté de l'aimer. À l'instant même, en fait, où j'ai vu ce regard, il y a tout qui s'est brisé, il y a tout qui s'est arrêté. Et je suis sortie, en fait, de cette emprise psychologique qu'il pouvait avoir sur moi. Le jour où je me suis rendu compte que peut-être qu'il m'aimait, mais qu'en tout cas, il était capable de me frapper. Et depuis ce jour-là, tout ça, c'est derrière moi. Derrière moi, mais pas totalement. La suite, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est bien de vous parler des violences, de qu'est-ce qui s'est vraiment passé et tout, mais la vérité, c'est qu'on s'en remet jamais. On apprend, on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. On apprend aussi à se reconstruire, à avoir à nouveau confiance en soi. On apprend à faire attention, mais on n'oublie jamais en fait. Enfin moi, en tout cas, j'ai jamais oublié. Parce que c'était la personne que j'aimais le plus au monde à ce moment-là. Et la personne que j'aimais le plus au monde aurait pu me tuer. Et ça, en fait, je pense qu'on l'oublie pas. Et ça fait mal, ça. Ça fait mal parce que c'est dur de se dire que... c'est dur de se dire que la personne pour qui on a tout donné est capable de ça. Donc après, il est compliqué aussi. Il est compliqué parce qu'il faut se reconstruire psychologiquement. Déjà, on subit une rupture. Une rupture, c'est jamais simple, quelle qu'elle soit. Mais il faut aussi se remettre de toute cette violence psychologique, physique. Il faut réussir à reprendre confiance en soi, à se dire qu'on vaut pas rien, qu'on n'est pas une sous-merde, que tout ce qui s'est passé, c'est pas notre faute. Il faut réapprendre à faire confiance pendant des années et même maintenant, le moindre geste trop violent d'un homme, c'est quelque chose qui pour moi est rédhibitoire, qui me fait sortir de mes gonds tout de suite. C'est aussi pour ça que je suis très engagée sur la violence faite aux femmes. Toute cette phase de reconstruction, c'est aussi se pardonner d'avoir été sous cette emprise-là, parce que pendant longtemps on s'en veut de pas avoir vu les choses, on s'en veut de pas être parti plus tôt, on s'en veut de plein de choses. Pendant des mois et des mois, j'ai fait des cauchemars où je revoyais la scène en boucle et en boucle. Ça m'arrive encore, ça fait 5-6 ans que c'est fini et pourtant ça m'arrive encore de faire des cauchemars. Ça fait partie de ce que je suis. Comme je vous ai dit, moi j'ai jamais eu de problème à en parler et je pense que j'ai de la chance pour ça parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à en parler et surtout j'ai eu de la chance parce qu'en fait comme je vous l'ai dit, les 2 fois ça a été en public. Les gens l'avaient vu. Les gens le savaient et en fait ça pouvait pas être nié. Je pense que ça m'a aidé à pouvoir le dire facilement. Toutes les victimes n'ont pas cette chance là et je pense vraiment à celles qui se retrouvent dans une situation où elles sont dans l'intimité et je sais à quel point ça peut être compliqué. La phase de reconstruction elle est longue mais elle est pas impossible et aussi je pense que je voulais faire cette vidéo pour toutes celles qui sortent d'une relation violente physiquement ou psychologiquement. Croyez en vous, croyez en votre reconstruction. Ce serait faux de dire qu'il y a personne qui peut vous faire douter de vous puisque
La preuve, il y en a qui ont réussi. Vous allez rebondir. Et des hommes bien, il y en a plein, heureusement. Cette vidéo, elle est complètement décousue. Ça part un peu dans tous les sens. C'est pas très construit, mais en fait, voilà, j'avais juste besoin de la sortir comme ça, je pense. Je voulais la faire pour deux choses. C'est la première, informer que ça existe, que la violence psychologique, c'est pas un mythe, qu'il faut pas non plus la sous-estimer à la violence physique dont on parle beaucoup. Et je voulais aussi peut-être aider celles qui sont dans le cas dans lequel moi j'ai été, à prendre leur courage de main et à partir avant que ça soit trop tard, avant que ça les détruise trop. Et aussi pour dire à celles qui ont réussi à en sortir que c'est des putains de warriors, qu'elles vont tout déglinguer dans la vie et qu'en fait il faut se servir de cette expérience comme une force, comme quelque chose sur lequel rebondir. Et puis je pense qu'elle a un peu un but thérapeutique aussi, cette vidéo. Je pense qu'il était temps pour moi, après 6 ans, de fermer cette page. Franchement, je suis désolée, cette vidéo, elle est pas très gaie. Elle est complètement même décousue, elle a pas de sens. Elle sort un peu de nulle part parce que j'arrive pas à trouver les mots et j'espère avoir trouvé les bons. J'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. J'espère que celles qui sont dans ma situation iront bien, qu'elles vont bien, que celles qui en sont sorties se portent bien aussi. Si vous avez besoin de m'écrire, d'aide, envoyez-moi un message sur Instagram. Si vous avez des questions aussi sur tout ça, n'hésitez pas parce que c'est un sujet, comme je vous ai dit, qui me tient beaucoup à cœur. Toutes vos questions sont les bienvenues. N'ayez pas peur de poser vos questions en vous disant que c'est maladroit. Et celles qui ont besoin de parler, celles qui vont mal, celles qui vont mieux, tout le monde en fait. Mes DM sur Instagram sont ouverts pour aider celles qui ont besoin dans ces moments de vie qui peuvent être un peu compliqués. Voilà, je sais même pas comment finir cette vidéo parce que c'est trop bizarre. Je crois que je vais la terminer comme ça. Je vais vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Promis, ce sera quelque chose de plus joyeux. En tout cas, ça m'a fait du bien de parler de ça aussi longtemps seule. Face à ma caméra. Vous êtes un peu mes psys aujourd'hui. Et voilà, j'espère que vous vous portez bien. Et prenez soin de vous en tout cas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!